retour tout d'abord sur les violences réitérées dont sont victimes policiers et enseignants dans notre pays. Cette nuit, et c'est à ma connaissance une première, en tout cas sous cette forme, les policiers sont sortis de leur réserve pour manifester sur les Champs-Élysées. Ils disent ne plus en pouvoir et ne plus faire confiance ni à leur hiérarchie ni à leurs syndicats. Les violences, elles, continuent aussi à viser le corps enseignant. Et au cœur de ces actes, on retrouve désormais l'utilisation de cocktails Molotov. Nous avons intitulé cette émission « Violence, la police craque ». Et voici les invités qui ont accepté de participer à cette émission en direct, bien entendu. Nicolas Comte est gardien de la paix. Vous êtes par ailleurs secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGPFO, représentant gardien de la paix et gradé. Balancer des cocktails Molotov dans la gradation des violences dans une société des violences de rue, c'est quand même quelque chose de très particulier. Pour ça que on peut peut-être le trouver excessif, mais je vous pose la question quand même par moments de flambées qui ressemblent à des flambées de guerre civile. Enfin, Nicolas Comte. Non, mais moi je crois pas qu'il y ait un concours de circonstances. Il y a eu première utilisation d'un cocktail Molotov sur un véhicule de police le jour où il y avait d'ailleurs une mobilisation contre la haine anti-flic. Tout le monde se souvient de ces images de notre collègue qui sort du véhicule, qui part des coups, mais le véhicule était en feu. Et je crois qu'à partir du moment où il y a eu une première utilisation, on passe un cap et que quand on passe un cap, on ne revient pas en arrière. Et il y a eu cette utilisation de cocktail Molotov à Viry-Châtillon également, qui fait suite quelques jours après à l'attaque d'un fonctionnaire des CRS lors d'une manifestation place de la République, où là aussi il y a un cocktail Molotov sur ce collègue. Et puis on a vu dans ce lycée, on a vu ça à Bastia le week-end dernier. Et il y a également un corollaire, c'est que sur un certain nombre, alors je mets un peu Viry-Châtillon de côté parce que mes collègues sur le coup, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Mais par exemple, ce qui s'est passé à Bastia ce week-end, très clairement, les effectifs CRS sur place qui ont été l'objet de tirs de cocktails Molotov et de jets de grenades artisanales qui étaient des boules de pétanque creusées dans lesquelles on avait mis de l'explosif, ils ont eu comme consigne de ne pas riposter, de ne pas interpeller, on leur a même interdit d'utiliser le lanceur de balles de défense. Donc on est face à des individus qui prennent exemple sur ce qui peut se passer à droite ou à gauche, qui mènent le même type d'attaque, et derrière, la réponse policière, elle ne s'adapte pas à ça. Des Bleus s'est traduit de façon inédite et en dehors de tout cadre syndical. Soutien à leurs confrères hospitalisés à Saint-Louis, puis défilé sur les Champs-Élysées avec gyrophares, sirènes hurlantes et cagoules. Bref, on n'avait jamais vu ça. Nicolas Herbeau. Des policiers qui applaudissent d'autres policiers, comme pour s'encourager. Hier soir, ils ont bravé leur devoir de réserve qui leur interdit de manifester et les menaces de sanctions proférées par leur direction. Le premier rassemblement se fait devant un lieu symbolique, l'hôpital Saint-Louis à Paris. C'est là qu'est hospitalisé un adjoint de sécurité de 28 ans. Un cocktail Molotov l'a grièvement brûlé aux mains et au visage le 8 octobre dernier, dans le quartier de la Grande Borne, dans l'Essonne. Moi, je suis venu pour porter soutien aux collègues qui se sont fait agresser depuis quelques jours. Les guet-apens, Viry-Châtillon, le collègue qui est blessé. J'aime pas le terme ras-le-bol, mais voilà, c'est un peu ça. Si on en a marre d'entendre encore des collègues se faire agresser, etc. Et l'impression que ce soit que de l'émoi, de l'empathie du gouvernement sans vraiment réelle réponse. Nous devons nous souder entre bleus. C'est le message qui circulait depuis plusieurs jours par SMS ou sur les réseaux sociaux. Les syndicats de police ont été tenus à l'écart, mais les consignes sont claires, pas de débordement. Pas la peine de jouer la provoque, on met le bleu, on met le béton, on fait du bruit, on gueule, 5 minutes. Les 500 policiers d'Île-de-France prennent la direction des Champs-Élysées et de la place de l'Étoile. L'image est totalement inédite, même si le message qu'ils veulent faire passer n'est pas nouveau. Un cri de colère contre leur propre hiérarchie. On veut juste travailler en sécurité, on veut des effectifs, on veut arrêter d'avoir des missions qui nous dispersent, qui nous empêchent de se recentrer sur notre vrai boulot de police, qui est d'être sur le terrain et de combattre la délinquance. La hiérarchie, de toute façon, elle ne soutient personne. Tout ce qu'ils attendent, c'est des chiffres pour avoir leur prime à la fin de l'année. Ils sont tranquilles au chaud dans leur bureau. Ils risquent quoi? C'est pas eux qui se sont fait cramer dans leur voiture, ça ne risque pas de leur arriver. Soutenus ni en interne, ni par la justice. Ces policiers estiment également que les magistrats sont déconnectés de la réalité de la délinquance. S'ils étaient dehors, au contact de la population, c'était eux qui se faisaient brûler leur bagnole, c'était eux qui se faisaient casser, c'était eux qui se faisaient menacer, c'était dans leur immeuble qu'on dealait tous les jours, ça ne se passerait pas pareil, ils n'auraient pas la même réponse. Bernard Cazeneuve dit ce soir comprendre cette exaspération, mais rappelle les policiers à leur déontologie. Marchons.
Le dialogue semble mal engagé. Ces rassemblements ponctuels, désordonnés, pourraient se répéter dans les prochains jours. Je veux dire qu'il y a quand même une atmosphère de fronde. Oui, bien sûr. Mais chaque fois qu'il y a une grande colère, on avait déjà connu un phénomène de ce genre en 2012, lorsqu'un de nos collègues à Noisy-le-Sec avait été mis en examen pour homicide volontaire, alors qu'il avait tiré en état de légitime défense. C'est la Cour d'assises de Bobigny qui a reconnu ça en début d'année. Et donc, on avait des policiers qui étaient partis à un véhicule de service sur les Champs-Élysées. Mais je crois que si la colère, on l'entend pas. Si la colère, on l'entend pas quand elle est transmise notamment par les organisations syndicales qu'on peut représenter ici. À un moment, elle s'exprime de manière différente. Et je crois que la réponse qui est amenée... Alors, il me semble qu'il y a un petit peu une modification du discours. Parce qu'à midi, on entendait parler de sanctions, et ce soir, j'entends le ministre de l'Intérieur dire qu'il comprend la colère des policiers. Ben, je crois que c'est la chose qu'il faut commencer par dire, que cette colère, elle est comprise. Et ensuite, il faut y apporter des réponses. Parce qu'aujourd'hui, il y a un fossé entre la réalité que vivent nos collègues au quotidien dans les services, tout ce qui vient d'être dit dans ce reportage, qu'on entend des dizaines de fois par jour, ce que nous disent nos collègues des dizaines de fois par jour, et les discours un peu convenus, plein d'empathie, qui sont prononcés par les différents responsables gouvernementaux, aujourd'hui comme hier. L'honnêteté est de dire que la profession de policier est une de celles qui a le plus fort taux de syndicalisation dans notre pays. Je crois que ça frôle quasiment les 50%, 30, 45. Bon, en tout cas, c'est énorme par rapport à ce qu'on connaît par ailleurs. Donc, on ne peut pas dire que vous ne soyez pas représentatif, procès qu'on fait régulièrement à nos syndicats en France. Mais en même temps, hier, ça vous a totalement échappé. Et si ça vous échappe, c'est qu'ils ont aussi quelque chose à vous dire. Vous l'entendez ? Mais bien sûr. Et on nous le reproche souvent. Quand on va dans les services, et ces jours-ci particulièrement, nos collègues nous disent vous êtes trop mou, vous ne réagissez pas assez fort, il faut faire quelque chose, on n'arrête pas de le dire, mais il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire tout ce qu'on dit, nous, organisations syndicales, représentants de nos collègues depuis des mois, ils nous disent quelquefois à juste titre, quelquefois peut-être un peu injustement, il n'y a rien qui bouge. Alors, on est tenu par un cadre. C'est-à-dire que les syndicats ne peuvent pas décider d'appeler les policiers à manifester en service avec les véhicules de service. Mais d'autre part, il y a aussi une responsabilité... Le jour où ça arrivera, ça va dire qu'on sera vraiment dans un climat de guerre civile. Là, il y a une responsabilité de l'administration. Parce que si on ne nous entend pas, ou si on considère que quand les organisations syndicales ne portent pas la parole que souhaiterait entendre l'autorité ministérielle, directeur général de la police nationale, voilà... Eh bien, si on ne veut pas nous entendre ou si on considère que les syndicats exagèrent quand ils font un tableau noir de la situation, voilà ce qui se passe. Les collègues, ils vont s'exprimer directement. Alors, je mets un bémol parce que on était au courant de ce qui allait se passer. On a les organisations syndicales dans la police. Donc vous aussi, vous avez reçu les SMS ? Oui, bien sûr. Des représentants dans tous les services de police. Et c'est vrai que souvent, il y a ce discours de la part de certains collègues, les syndicats. Puis quand on va au plus près, c'est-à-dire dans chaque service, quand on parle du délégué local, celui qui tous les jours met sa tenue bleu marin, il travaille, oui, mais le délégué, on lui fait confiance, il est là, etc. Mais bien sûr qu'on entend ce reproche qui est fait. Et s'il y a une explosion de colère comme ça, et si finalement il y a tous ces problèmes, on ne peut pas dire, nous, syndicalistes, on n'y est pour rien. Ça fait des années qu'on se bat pour que les choses aillent mieux, et visiblement, elles ne vont pas mieux. Donc on a forcément une part de responsabilité. Donc vous les comprenez ? Ah bah bien sûr qu'on les comprend. Même quand, entre guillemets, ils vous échappent. Mais bien sûr qu'on les comprend. Alors forcément, quand ça se passe comme ça, et surtout quand on se fait engueuler, ça fait jamais plaisir. Mais par moments, ça peut être éventuellement justifié. Et puis, il est sain que de toute façon, on ait le débat. Et on se parle en permanence. Alors l'IGPN qui est annoncé, l'IGPN, c'est-à-dire la police des polices. Elle ira à son terme, elle n'aura pas lieu. C'est comme à table quand la maman dit attention, si tu ne te tiens pas bien, je vais t'en coller une. Et on sait qu'elle tombe jamais. Enfin, je ne sais pas. Ils vont mettre le feu à la police. Parce que là, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, on a ce mouvement-là en région parisienne. Il y a eu quelques mouvements dans un certain nombre de villes de province. Mais là, aujourd'hui, toute la police est en train de regarder ce qui va se passer. Si on va faire quoi ? On va sanctionner 300 policiers qui ont exprimé leur colère parce qu'on a un collègue qui a été grièvement brûlé. À un moment donné, il faut apporter une réponse sérieuse à un problème sérieux. Ça ne peut pas être ça. Donc je ne pense pas qu'on aille sanctionner 300 policiers. Et d'autre part, je crois qu'il y a un mouvement de solidarité qui est en train de se créer autour de ça. Et si jamais il devait y avoir des sanctions, là, pour le coup, on aurait un mouvement d'une beaucoup plus grande ampleur. D'une autre ampleur. Parce qu'il y a une déconnexion aujourd'hui. Vous évoquiez la hiérarchie, mais les collègues, ils ont perdu ils perdent confiance en l'institution. Ils croient en leur métier et ils perdent confiance en l'institution. Donc ils croient à l'utilité de leur métier
ils veulent le faire, et en même temps, ils ont l'impression que l'institution qui devrait les y aider, elle leur met plutôt des bâtons dans les roues, et qu'en plus, elle n'a pas le souci d'eux. C'est-à-dire qu'au quotidien, on les rappelle, on ne fait pas attention à leur fatigue. La fatigue, c'est jamais pris en compte dans les décisions opérationnelles de la police, la fatigue des effectifs. En marge d'une manifestation nationaliste samedi dernier à Bastia, une dizaine d'individus usent de cocktails Molotov pour attaquer les policiers. Les projectiles pleuvent sur les forces de l'ordre. Alors, excusez-moi, ce que vous êtes en train de me dire est très important. Vous venez de me dire, on voit cette voiture de police qui grille, on entend les manifestants qui disent griller, griller, on veut faire griller donc des policiers, des poulets, et vous me dites bien que là, on donne l'ordre de ne pas agir ? Absolument. On dit, c'est des effectifs de CRS, c'est des effectifs qui ont de l'équipement pour faire face à ce type d'attaque, même si évidemment ça reste extrêmement dangereux. On leur a dit de ne pas bouger, ils ont eu l'ordre de ne pas interpeller, alors même qu'on avait fait venir des brigades anticriminalité du continent pour procéder à des interpellations lors de cette manifestation. Oui. Ça n'a pas été mis en œuvre. On voit que ces individus, ils peuvent s'en prendre en toute impunité à nos collègues. Les instructions concernant notamment le lanceur de balles de défense, le flashball, le LBD 40 en termes policiers, les instructions, c'était de ne pas l'utiliser. Donc on ne se dote pas de tous les moyens nécessaires pour mettre fin à ce type d'agissement. Quel signal on envoie à tous ceux qui souhaiteraient à un moment donné ou qui auraient à un moment donné l'idée de s'en prendre aux policiers, c'est que finalement il n'y a pas une réplique énorme. La nouvelle loi du 3 juin 2016 devrait assouplir la réglementation sur l'utilisation des armes. Elle ne permettra toujours pas à ce policier de riposter pour se défendre. Car ce n'est que pour neutraliser un individu venant de commettre plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre que la police a le droit de tirer. On reste à chaque fois stupéfait devant le stoïcisme de votre confrère qui réagit en se protégeant. Vous craignez des débordements ? Moi, je ne veux pas du tout ce soir... Tout dépend ce qu'on appelle débordement. Moi, j'appelle pas forcément débordement l'utilisation de l'arme à feu. On est bien d'accord, mais je veux dire, aux États-Unis, on aurait des dizaines de morts parce que au premier signe mais même perçu comme une intentionnalité de violence de quelqu'un qui vient vers vous, un policier sort son arme et tire. Oui, mais on n'est pas aux États-Unis. Je crois qu'aux États-Unis, c'est deux policiers. Je veux le faire remarquer. Deux policiers tués par mois, si ce n'est pas par semaine. Voilà. Oui. Donc on est dans une situation autre. Mais il n'empêche qu'en France, on a une appréhension de l'arme qui commence à dater un peu, c'est-à-dire que, comme c'était rappelé par l'avocat dans le reportage, avant de savoir si on peut utiliser son arme, il faut réfléchir très longtemps. Et ce sont des actions qui vont très vite. Mais à un moment donné, je crois que face à des engins incendiaires qui peuvent tuer, les conditions de la légitime défense peuvent être établis. Alors moi, je ne me permettrai pas de me mettre à la place de mes collègues qui étaient à Viry-Châtillon, parce que visiblement l'attaque a été extrêmement rapide. On prend des projectiles sur la voiture, tout d'un coup la voiture elle est en feu, et à partir de là, la question c'est pas de savoir si on utilise son arme, j'imagine, c'est de savoir comment on sort le plus vite possible du véhicule. Mais à un moment donné, les questions de la légitime défense sur l'emploi d'engins incendiaires, elles sont réunies. Pour nous, il n'y a pas tant un problème du texte sur la légitime défense qu'une application du texte sur la légitime défense. Vous savez, ça nous ramène très longtemps en arrière, mais beaucoup se souviendront de l'affaire Human Bomb, cet individu qui prend des enfants en otage dans une école maternelle à Neuilly. Le RAID rentre. Notre collègue du RAID abat ce preneur d'otages qui avait piégé une salle de classe avec des explosifs, et à un moment donné, un magistrat a trouvé bon d'instruire pendant des années. Ce policier, il a été inculpé, on disait comme ça à l'époque, parce que peut-être que l'individu dormait au moment où il a été abattu. Donc, alors qu'en finalité, on a reconnu qu'il y avait une légitime défense. Donc, c'est vraiment l'appréhension de la légitime défense qui, quelqueusement, pose problème. Et puis, une timidité administrative dans tous les actes de défense du policier aussi. On leur demande de faire preuve d'extrêmement de sang-froid, de maîtrise oui, et de doté d'une arme. Et alors, vous êtes doté d'une arme en général pour ne pas avoir à vous en servir. Pour être amené éventuellement à s'en servir. Mais pour être amené individuellement à vous en servir et à devoir, ce qui est normal, justifier de l'éventuelle utilisation de votre arme devant la justice. Personne. Alors, voilà. Nicolas Comte, c'est important ce que vient de vous dire. On en convient tous qu'on doit justifier de l'utilisation de l'arme. Si un jour un policier est amené à l'utiliser, bien évidemment, on est dans un état de droit, dans une démocratie. Mais
je crois que tous mes collègues espèrent que dans leur carrière, ils n'auront jamais à utiliser leur arme, parce que ça veut dire qu'ils se retrouveraient confrontés à une situation dans laquelle leur vie ou la vie de quelqu'un est en danger. Simplement, pour faire respecter, notamment y compris un certain nombre de valeurs républicaines, démocratiques, etc., il y a cette force publique qui est confiée à la police, et l'utilisation de la force, et y compris de l'arme, peut être légitime dans un certain nombre de cas qui sont encadrés. Alors effectivement, ça a un peu évolué après les attentats, parce que la situation de tuerie de masse n'était pas suffisamment prise en compte. Un exemple, les frères Kouachi sortent de Charlie Hebdo, ils rechargent leurs armes. À ce moment-là, dans la législation de l'époque, il ne pouvait pas avoir d'ouverture du feu s'ils n'étaient pas en train de surveiller les policiers. On l'aurait compris. La législation a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en cas de tuerie de masse, si quelqu'un est susceptible d'avoir commis des meurtres et est susceptible de recommencer, il peut y avoir ouverture du feu, sans sommation, sans légitime défense directe. Donc cette législation a un petit peu évolué. Mais encore une fois, il y a une appréhension. Vous dites, je suis très content que les policiers n'aient pas tiré. Et ensuite, il faut qu'on passe du côté des enseignants. Je ne dirais pas que j'aurais aimé qu'ils tirent. Simplement, si le fait de tirer avait permis à notre collègue qui aujourd'hui est sur son lit d'hôpital de ne pas avoir ces blessures-là, eh bien j'aurais préféré qu'il fasse usage de son arme. Que vous nous avez envoyées depuis le début de l'émission. La première est la suivante. Les agresseurs auteurs des événements récents contre les forces de police ont-ils été arrêtés? Alors est-ce que vous suivez l'évolution de ces différents dossiers et on en est où, Nicolas Comte? Non, ils n'ont pas été arrêtés. On en est où? Je n'ai pas à le savoir et je le saurais, je le dirai pas. Oui. Il y a un secret de. Mais ça, enfin, il y a un secret de l'enquête. Il y a des enquêtes. Non, mais souvent les gens s'étonnent que ce soit pas plus rapide que ça. Je crois que dans cette affaire-là, moi d'une part, je fais confiance à mes collègues de la police judiciaire qui mènent les investigations, notamment sur l'affaire de Viry-Châtillon, et je crois qu'il vaut mieux prendre le temps de monter un dossier, d'avoir quelque chose qui tient et de pouvoir bien pointer les responsabilités des uns et des autres, plutôt que de se précipiter pour avoir une espèce d'annonce médiatique et d'avoir un dossier qui à la fin ne tienne pas. Pour le ministère, pour la hiérarchie. Enfin. Là, c'est important pour tout le monde, d'autant plus qu'apparemment, si cette caméra fonctionnait, il doit y avoir des images qu'on n'a pour l'instant pas vues d'un groupe, d'une dizaine ou d'une douzaine qui seraient intervenus face à 2 voitures de policiers, donc face à 4 fonctionnaires qui ne les auraient pas vus arriver. Donc on imagine que les images de la caméra doivent être épluchées. Est-ce qu'on sait, effectivement, ma question est un peu précise, mais si c'était une caméra fixe ou si elle bougeait, parce qu'il arrive très souvent que ces caméras, on ne le sait pas, changent de point de vue, ce qui est à la fois intelligent quand on veut couvrir une zone et en même temps peut être problématique si à ce moment-là il vous échappe quelque chose. Je ne sais pas si elle était mobile, je ne sais pas si elle était la seule. Ce que je sais, c'est que c'est une caméra qui a été très protégée ces derniers temps, donc elle avait un système qui la protégeait, qui ne rend pas forcément les images de très très bonne qualité. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des images, exploitables ou pas. Ça, c'était ce qui était dit de la caméra, indépendamment de cette attaque-là. Vous vous rendez compte que si on a de mauvaises images parce qu'il fallait protéger la caméra, pardonnez-moi, mais c'est hallucinant ça. Voilà. Non, mais c'est hallucinant d'avoir. Non, mais ça veut dire surtout que les voyous ont gagné. De mettre des policiers pour protéger une caméra, ça n'a pas de sens. D'autant plus que si on met une caméra à ce moment-là, autant qu'il y ait un écran de réception, et on aurait pu mettre du personnel dans une salle plus loin qui aurait surveillé l'écran plutôt que de mettre 4 policiers en fixe. Séquelles de l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira. On paye les séquelles de 30, 40 ans de dégradation de situation dans ces quartiers. On a eu plein d'éléments. Il est clair qu'à partir du moment où, sur un certain nombre de sujets, on considère par exemple que des individus arrêtés plusieurs fois pour des choses graves peuvent ne pas effectuer leur peine de prison et peuvent par exemple se retrouver avec un bracelet, et qu'on a des exemples d'individus qui gèrent leur business de stupéfiants avec un bracelet à la cheville, ça facilite pas le travail de la police.